Deuxième partie SQL. Hein. On on va continuer, mais je me suis dit que ça serait bien qu'on revoie un peu quand même certaines bases pour pouvoir hein, comprendre en fait, parce que c'est quand même sacrément technique, hein, le SQL. Donc je vous ai dit, c'est pas mal, hein, ce bon site, il y en a d'autres naturellement. Le but c'est de conjuguer plusieurs trucs. Vous avez même quoi? Vous avez les cours SQL. Bon, attends, je vais me mettre au SQL. Tac, je clique là. Ok, super. En PDF, au sommaire. Télécharger la version gratuite ou payante, 5 euros. Bon, ok, vas-y. Gratuit. Ok. Et là, j'ai quand même 89 pages pour m'expliquer. Ok. Donc, je vous ai dit quoi. Faites quelques petites recherches. Vous aimez l'OSINT? Bah, pratiquez l'OSINT. Ok. Je vous donne un nom, SQL. Vous savez même pas que c'est du Structure Query Language, que c'est de la base de données, que c'est du SGBD, système de gestion de base de données, que c'est du DBMS, Database Management System. Et ben, vous allez récupérer toutes les informations. Ok. Ça vous entraîne à faire de l'OSINT. C'est simple. Vous ne comprenez pas un mot en anglais, vous allez directement trouver la traduction. Vous ne comprenez pas un concept, vous allez récupérer toutes les informations via les moteurs de recherche, aller sur les forums et récupérer un maximum d'infos pour comprendre de quoi on parle. Ok. Sinon, vous allez lire des trucs et vous n'êtes même pas à même de comprendre le concept. Ok. Donc, avant de vouloir hacker des trucs, apprenez comment ça marche. Hein. Sinon, bah, c'est pareil. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Faut un pied après l'autre. Donc, ça, clairement, je vous conseille de lire ces 100 pages, hein, parce que sinon, bah, vous n'allez pas trop comprendre ce qu'on fait. Et le but du hacking, je répète, hein, c'est de maîtriser, c'est pas de faire semblant. Sinon, on s'appelle des script kiddies. Donc, vous m'enregistrez ça, vous allez bosser, vous ne sortez plus. De toute façon, bientôt, on va être reconfiné. Je crois que ça va être le moment de bosser, les gars. Je dis ça, je dis rien. Ah, donc, revenons hein, aux injections SQL. Donc en sécurité informatique, une injection SQL est une faille peu compliquée à mettre en œuvre et qui peut faire beaucoup de dégâts, comme on l'avait vu dans le préambule. Hein. Donc cet article présente rapidement ce type de faille et propose une fonction PHP. Ok. Pourquoi apprendre comment se protéger? Bah, parce que si on sait les moyens de défense qui sont mis en place, ok, on va peut-être pouvoir apprendre à les contourner. Donc on avait vu que côté quoi? Côté front-end, dans mon navigateur, j'ai du JavaScript qui vérifie un peu ce que je fais, hein, si je fais pas des actions malicieuses. Et il y aurait éventuellement côté serveur en PHP, hein, puisque très souvent, vous le savez, le langage PHP permet de faire l'interface en fait hein, entre le site web, typiquement si on doit parler de Linux, un serveur Apache, ok, du PHP, ok, et une base de données type MySQL. Et je vous avais parlé de quoi? De LAMP, hein, par exemple, hein, Linux, Apache, quoi, MySQL, PHP. Ok. C'est les trois composantes que vous devez avoir, que ça soit sur un Mac, que ça soit sur un Unix, un Linux ou un Windows. Ok. Il nous faut du PHP pour faire tourner le site. Il nous faut qu'il soit présenté. Hein. La présentation du site web en soi, c'est un serveur Apache qui l'héberge. Et derrière, hein, il faut quoi? Il faut un backend côté base de données. Donc, on a du MySQL. Ok. Donc ça, il faut bien comprendre. Sans ces trois composantes, vous ne pouvez pas avoir un site web, ok? Ou vous aurez un site vraiment très simple, ok? Qui aura pas de base de données. C'est possible, mais ça se fait de plus en plus rare. Donc les injections SQL, elles consistent à utiliser des données qui vont modifier une requête SQL de base. Hein, on parle, je vais travailler en base même. Hein, c'est typiquement ce qu'utilisent, c'est le jargon hein, qu'utilisent les administrateurs de bases de données, hein, où on va intégrer les données en base. Ok? Ça veut dire bah, les mettre en base de données, comme vous l'avez compris. Donc ces failles sont possibles lorsque les données d'entrée ne sont pas protégées. C'est ce qu'on a vu, ce principe de sanitizing. Hein. Et les données d'entrée, c'est extrêmement sensible. On a vu comment on pouvait faire sur des systèmes faillibles. Hein. Ne croyez pas que vous allez pouvoir pirater la Terre entière avec les quelques SQLI que je vous ai montrés. C'est juste, encore une fois, c'est une démonstration, c'est pour mieux comprendre le concept, avec des exemples simples, parce que vous verrez que dans la vraie vie, pas dans la matrice, comme je le dis toujours, c'est beaucoup plus compliqué de faire des injections de failles SQL et naturellement depuis le temps. Alors
En 2000, c'était la fête au village, ok? Mais 2000, c'était il y a 20 ans, ok? Donc vous imaginez bien que depuis 20 ans, bah, et oui, c'était un vecteur d'attaque extrêmement utilisé, hein. On pouvait faire beaucoup, 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 beaucoup de choses, ok? Euh, D'ailleurs, les Anonymous, IPSEC, LOLSEC, beaucoup de groupes, hein, de hackers ont mis à mal les entreprises américaines, des sites du gouvernement, des sites militaires, avec de simples requêtes SQL mal formées. Ok, donc ça marchait. Puis après, on s'est dit, ça craint un peu, on va essayer de sécuriser tout ça. Donc on va revoir un peu les bases ensemble. Donc imaginons par exemple qu'une requête SQL qui permet de sélectionner l'identifiant d'un utilisateur à partir de son login et de son mot de passe. Alors, on passe en langage SQL. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un select. On sélectionne quoi? Là, c'est pas le wildcard, tout, c'est identifiant. OK? De la base utilisateur. OK? Où le login est égal à quoi? À nom d'utilisateur. OK? Et password est égal à XC5AF32. Là, je pense que ça coule de source. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne, hein, la- les colonnes et les lignes, en fait, présentes dans quoi? Dans la base utilisateur. OK? Plus précisément, il y a une table qui doit s'appeler identifiant. Et là-dedans, dans cette table, ligne, colonne, on a quoi? On a le nom d'utilisateur et password. OK? Donc cette requête permet de récupérer l'identifiant de l'utilisateur si le login et le mot de passe sont corrects. S'ils ne sont pas corrects, la requête ne renvoie rien et l'application peut donc indiquer à l'utilisateur qu'il se trompe de mot de passe. Ok? Rien de bien compliqué. Dans cette requête, le login est rentré par l'utilisateur, or celui-ci indique que son login est admin, hein. Là, qu'est-ce qu'on voit? Bah oui, la différence. Le nom de l'utilisateur, ça devient admin. Et on voit que il ne serait pas en train de, hein, c'est plus qu'un admin, c'est admin tiré tiré. Alors il peut se connecter même sans avoir le bon mot de passe. Ok? Donc là, il a fait une injection simple, hein, alors, il a commenté. Les deux tirés signifient que la reste de la requête est en commentaire. Donc, qu'est-ce que fait la base de données? Elle fait où login est égal à admin. Ok? Ouais, pas de problème. Fin de l'instruction? Ok, vas-y, je te connecte. Ok? Donc dès lors, il est possible de se connecter sur le compte de l'administrateur et d'avoir accès à toutes les données sensibles d'un site ou d'une application. Alors, comment on peut essayer de nous bloquer grâce à du langage PHP? Ok? Donc pour éviter de telles failles avec le langage PHP, il convient de nettoyer les fameuses données d'entrée avant de les utiliser, ok, dans des requêtes SQL. Il est possible d'utiliser PDO pour éviter ces erreurs, mais ce n'est pas possible. euh, mais quand ce n'est pas possible, pardon, il convient juste d'utiliser les fonctions. Donc on a le real escape string, ok. Ok, bon, pour les anciennes versions de PHP. Ces fonctions protègent les caractères spéciaux d'une chaîne, ok. Et ça permet quoi? Ça permet tout simplement. Petit instant, je vais dégager ça, ça me prend trop de place. Ces fonctions protègent les caractères spéciaux d'une chaîne de caractères pour que cette chaîne ne puisse pas être utilisée dans une requête. Ok? Donc, encore une fois, on va filtrer les caractères spéciaux puisqu'on avait vu dans le préambule que ouais, avec les caractères spéciaux, il y en a qui posent problème. Ok? Soit ils sont pas gérés par mon navigateur web. Dans ce cas-là, on utilise le code URL. Soit bah, la base de données, elle aussi, ne va pas apprécier. Ok, donc là on a une fonction, hein, qui convient d'appeler toutes les données insérées dans une requête. Donc, deux boucles simples, return, on sort de quoi? De sanitize. On voit qu'on appelle notre quoi? Notre fonction, hein. C'est une fonction qui s'appelle sanitize string, ok? Et on l'appelle $str. Et après on va venir travailler, hein, sur la variable sanitize, ok? Donc, get magic code GPC, hein, on la passe en paramètre, on ouvre notre boucle, ok? On lui dit, bah, ok, sur le string que va rentrer euh, l'utilisateur, hein, puisqu'on fait un ring, ok? Donc, tout ce que va rentrer l'utilisateur, c'est stocké dans une variable, hein, c'est le sanitize string, pardon, c'est un str, c'est un string, ok? Et lui, il va être nettoyé via la fonction. Tous les caractères par défaut, ok, on les saute, d'accord? Sinon,
Donc, on voit qu'il y a plusieurs fonctions. Hein, on va voir, je vous montre par exemple. Je fais non plus, hein. Ça se saurait si j'étais bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Copier, hein. N'hésitez pas à aller chercher. Hein, fonction HP, c'est quoi ça? Ah, strip lashes. C'est quoi strip lashes? Ok. Supprime les anti-slash. Strip slash. Ah, c'est moi qui ai mal lu. Bah oui, strip to strip, c'est retirer les anti-slash d'une chaîne. Ok, d'accord. Quand tu travailles sur un string et on fait un string slash. Ok. Vous voyez, donc ça c'est pareil, hein, mettez-les-vous, je l'ai plus d'ailleurs, je vais me le rajouter. Toujours à avoir la documentation, hein, du langage de programmation, parce qu'on ne peut pas connaître non plus toutes les fonctions. Enfin là, elle parlait d'elle-même, je suis un peu un blaireau, c'est que je suis pas encore réveillé. Mais voilà, pensez, allez voir la documentation, hein, et RTFM, read the fucking manual, ok? Ce que les gens ne font pas, ok? Ils achètent une machine à laver et ils appuient sur tous les boutons et puis après ils t'appellent et ils disent ouais, je comprends pas, t'es informaticien, ma machine à laver elle marche pas. Alors là, tu dis à ton pote RTFM, shut the fuck up aussi, tu peux lui dire Stu, hein, tu peux terminer par Stufou, Stufou, hein, ça marche aussi. Ok, tu lui dis lis le manuel, me casse pas les couilles, je suis informaticien, je viens pas réparer des machines à laver. Ok, j'ai pas une chaîne YouTube sur les machines à laver, donc laisse-moi tranquille. Mais c'est vrai, lisez ce putain de manuel, ok? Tout est dans le manuel. Vous voulez apprendre, vous avez les ressources, ok? Sinon, c'est sûr, vous n'allez pas comprendre, ok? Mais ça, on peut pas lire le manuel à votre place, les gars, ok? Pareil, je rappellerai, hein, on a Payloads, All the Things, hein, Swiss Repo, c'est votre couteau suisse, vous allez là-dedans. Et là, c'est la guerre sur Internet, ok? Donc, comme son nom l'indique, payload all the things. Ok, c'est simple, c'est le web application security pen test and red team cheat sheet. Cheat sheet. Je vais y arriver. Ok, vous avez tout pour faire la guerre sur Internet. Nous, ce qui nous intéresse, SQL injection. Ok, et là, oh, groupe concat. Oh, oh, d'accord. Et là, vous allez avoir tout ce qu'il faut. D'accord, j'attaque du MS SQL. Ok, current user. Oh, d'accord, d'accord. Listable, liste les colonnes. Ok, ok. Donc, un peu de connaissance SQL, beaucoup d'aide, et vous devriez vous en sortir. Ok. De toute façon, vous voyez bien que si vous n'avez pas des années en SQL, c'est impossible que vous reteniez des commandes aussi longues. Ok, il faut avoir une parfaite connaissance de SQL pour pouvoir retenir tout ça. Mais si on comprend un peu ce qu'on fait, qu'on n'est pas trop con, on peut venir copier-coller ces commandes, ok, et faire des attaques out of the band, in the band, utiliser l'UNC, ok. Ça, typiquement, ça c'est super. On va pouvoir intégrer une variable en base de données, ok, et pousser une backdoor, ok, un virus dans la base de données, et le virus, bah, il va être dans une des tables, une des lignes des colonnes, ok? Et après, on pourra appeler notre netcat listener ou notre poncat, et il va venir directement, c'est la base de données qui héberge notre virus. C'est extrêmement croustillant. Pourquoi? Parce que si le débat s'en rend pas compte et qu'il fait des sauvegardes, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va faire des sauvegardes de notre virus. Et le jour où il se rend compte que quoi? Qu'il y a un virus, qu'est-ce que va faire le DBA à la demande du client? Il va recharger une ancienne sauvegarde. Et il va recharger une ancienne sauvegarde avec notre virus. C'est pas beau ça? Si, c'est magnifique. C'est pour ça que l'UNC passe, c'est la crème de la crème, comme disent nos amis anglais. Voilà, mais il va falloir apprendre, ok? Après, vous pourrez faire des trucs de dingue, mais ça prend du temps. Je vous ai dit, c'est le boulot d'une vie, hein. Si vous pensez que vous allez être hacker en 4 mois, oubliez tout de suite. Là, changez de boulot.
hein. Faites de la télé-réalité, devenez influenceur sur YouTube, faites autre chose. Ok, ça paye mieux, hein. C'est vraiment un marché de niche, hein, je vous le dis sur YouTube. En plus, le hacking, c'est pas avec ça qu'on fait des millions de vues. En tout cas, pas moi, ça c'est sûr. Bon, plus sérieusement. Donc, on a des fonctions PHP qui vont nous permettre de faire un peu de nettoyage, ok? Et cette fonction, il est utilisée hein, sur chaque get ou post, hein. Elle transforme notamment le guillemet simple en son équivalent en entité HTML, hein, ce qu'on appelle des HTML entity. Il est pratique d'utiliser une fonction, car si un jour le système de base de données est modifié, il suffit juste de changer la fonction MySQL Real Escape String à l'intérieur, au lieu de faire des modifications dans tout le reste du code. Oui, c'est les bonnes pratiques, c'est pas con. Ok? Voilà. Donc c'est assez succinct, mais hein, revoir un peu tout ça. Donc maintenant, on va repasser au coustou. Hein, on a vu un peu en préambule notre attaque input box non-string. On a vu du input strings, hein. Techniquement, quelle est la différence entre les deux? La syntaxe est exactement la même, mais on attend quoi? La base de données, le paramètre en fait attendu est un dans l'input box string est un. J'attends la réponse. Non, vous pouvez pas me la donner. C'est un string, ok? Au lieu de quoi? D'un entier, un integer, ok? 10, hein, pour rappel, 10, c'est un entier. 10, c'est un entier, ok? Par contre, si le paramètre c'est ça, vous vous rappelez, ça c'est quoi? Ça c'est plus un entier. Ça c'est un string, ok? Et des strings, vous en avez beaucoup. Vous en avez sur les guitares, sur certaines femmes et beaucoup en programmation, hein. C'est une chaîne de caractères, hein. Et hein, R7, ok, ça vous le verrez trop souvent en quoi? En base de données ou en encodage, hein, paramètre car7, document transmis en HTTP, tac 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 tac, mais car7, ah, car7, c'est quoi le car7? Chaque base de données hein, a un type de base de données car7, enfin de car7, de système de caractères en fait, hein. Donc, ça aussi, ce principe, vous le verrez souvent, hein, où on définit hein, le car7 pour la base de données. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ok? Mais voilà, hein, il faut définir le car7 et après on rentre le nombre de strings, etc., etc. Et vous avez vu que en fonction de la base, on va définir notre base pour pouvoir y stocker les données, hein. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les data type size, pareil. Ok. Donc là, c'est du Oracle, mais ça marche un peu partout. Ok, comment on va coder les données, comment on va tout simplement les retenir. Ok, c'est le modèle hein, quand on écrit des programmes. Et bah, soit c'est en virgule flottante, hein, arithmétique, soit on parle en entier. Ok, au niveau de nos registres, de nos processeurs, quand on compile en C et tout ça, bref. Donc on a du 32 bits et du 64 bits. Ok, donc un quart ça prend quoi? Ça prend 32 bits, ça prend un byte. Un byte, c'est un octet. Ok? Donc un octet, c'est quoi? C'est 8 bits. Ok? 8 bits. Ok? Ensuite, on a le short, l'integer, 4 bits. Ok? Le long, 4 bits, 8 bits. Hein, ça diffère en 64 bits, c'est 8 bits, comme le long, qui est en 8 bits sur les deux. Donc 8 bits, ça fait quoi? Vous l'avez compris, non? Ça fait quoi? Ça fait 8 fois 8, ça fait 64 bits. Ok? 8 par 8, ça fait bien 64 8 dans le registre. Ok? Donc, euh, voilà comment on déclare ça en fait, hein. Et les data size, on va s'en servir justement pour stocker en base de données en fonction des besoins qu'on a.
Ok, mais ça, on verra plus tard, honnêtement. Puis, même aller voir, il y a des gars qui sont experts en base de données, en programmation, hein. Moi, c'est pas mon cas, hein. Moi, je fais de la bidouille, hein, vous le savez. Si j'étais bon, ça se saurait. Donc, on a vu quoi? On a vu introduction à l'injection SQL, partie 1, partie 2. Ok. Maintenant, on va voir le broken out. Ok. Donc, on va mettre en pratique quoi? On va mettre en pratique ce qu'on a vu, hein. On a vu que, bah ouais, on peut trouver un moyen d'attaquer tout ça. Donc, on a notre mire de connexion. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'on pouvait faire énormément de choses, hein. Dans la première partie, on a vu qu'on peut tout à fait se servir un peu ça. Je peux même le mettre en minuscule, hein, la base de données comprend, mais prenez quand même l'habitude de le mettre en majuscule, ok, puisque c'est le langage SQL, et bah, lui, il a besoin de majuscules pour les actions qu'on lui donne, ok. C'est une fois que vous aurez pris l'habitude, vous y penserez même plus. Prenez de bonnes habitudes, parce que c'est plus facile de prendre des bonnes habitudes tout de suite que après avoir de mauvaises habitudes et devoir les casser pour réapprendre. Ok? Le cerveau humain aime pas ça. Ok? On aime tous notre petite zone de confort intellectuel. Moi le premier. Ok? Donc prenez de bonnes habitudes, comme ça plus tard, hein, vous ne serez pas emmerdé. Donc là, je rappelle, on tape standard. Chou, qu'est-ce qui se passe? Bien, Toto. Ok. Donc on a dit quoi? On a dit PC ça. Non, ça ne marche pas. PC ça. Ok. Toc 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 toc. Hmm, ça passe. Ok, ça passe. On a notre feu. 68 EC. Ok. Comment on aurait pu faire d'autre? J'aurais pu également, le 1 est pas nécessaire. Je peux lui dire toc, je peux lui dire hop, je peux lui dire vérifie juste que 1 est égal à 1. Tiens, je te commande. Faire le mot de passe. Ça passe aussi. Ok. Donc là, on a travaillé sur quoi? Est-ce que j'ai eu besoin de mettre quoi? Des simple quotes, des guillemets simples? Non. J'en ai mis juste un. Par contre, vous vous rappelez, le un plus un, je n'ai pas mis de guillemets. Donc techniquement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on travaillait sur un entier. On travaillait sur un entier, donc là, on vient de faire quoi? On vient de faire la première injection SQL qu'on a vue en préambule. C'est une input box non-string. C'est ça qui fonctionne pour terminer ce challenge. Ok? La suite. Là, ça va devenir un petit peu plus costaud. Ok, je vais traduire même parce que sinon, c'est déjà assez compliqué comme ça. Tant pis pour nos amis anglophones. Ils iront faire le CTF chez eux. Donc, ce défi s'appuie sur le défi précédent. L'objectif est de trouver un moyen de vider tous les mots de passe dans la base de données pour récupérer le drapeau, ok? Sans utiliser de blind injection, ok? Donc, le formulaire de connexion est toujours vulnérable à l'injection SQL. Il est possible de contourner la connexion en utilisant un, on l'a vu, set syntaxe comme nom d'utilisateur. Donc, on va y aller et on va le faire de façon séquentielle, que vous compreniez bien. Il est où le défi? Il nous a dégagé. Bon, on va le forcer. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tu peux en effet le forcer
avec ça. Première étape, on voit qu'on est connecté en tant qu'admin. Ok? Pas de message. Par contre, au niveau de notre requête, on lui dit ID, username. À partir d'utilisateur, tu me prends quoi? Le username, je te donne 1, et 1 est égal à 1, et le mot de passe à la con. Ok? Vous vous rappelez, qu'est-ce qui se passe? On avait vu que ça drop tous les utilisateurs, en tout cas le premier. Et là, visiblement, dans cette table, il y a quoi? Il n'y a que l'admin. On est logué en tant qu'admin. Ok? À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, avant de vider tous les mots de passe, on doit identifier les endroits où les résultats de la requête de connexion sont renvoyés dans l'application. Après la connexion, le nom d'utilisateur actuellement connecté est affiché dans le coin supérieur. C'est ce qu'on a vu. Il est peut-être donc possible d'y vider les données, comme on le voit ici, hein. Donc, on se met un peu, on va passer en plein écran. Les données de requête peuvent également être stockées dans des cookies de session. Il est possible d'extraire le cookie de session en ouvrant les outils de développement dans le navigateur, hein, via F12. Allez, on va aller récupérer le cookie de session. F12, on va dans Storage, et dans Storage, hein, si vous regardez un peu, on a quoi? On a notre cookie qui s'appelle quoi? Session. Je pense que c'est le cookie de session. Ok? Et on a sa valeur. Ok? Donc on va pouvoir le copier et on va venir le décrypter. Techniquement, ça s'appelle comment? Euh, ça s'appelle. Je peux pas passer dans. Ça s'appelle du flasque, un jeton flasque. Ok? Et vous pouvez le déchiffrer là, mais le lien ne marche plus. Bad getaway. Ah, so bad. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se laisse pas abattre. Ok? On va installer une application. Ok? On va se faire un sudo pip3 et vous aurez plus besoin de site internet, hein, pour faire l'opération. Vous installez Flask Unsign, ok? Il est déjà installé chez moi, c'est normal. On va faire un peu de nettoyage. Sudo rm, on va dégager les RE. Je vais terminer avec Hydra. Hop, ok. On va s'effacer le test aussi. Ok. Sudo echo quoi? Echo le jeton et je le mets dans jeton. Très compliqué. Redirection. Voilà, j'ai un fichier jeton avec mon fameux jeton. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir appeler un autre programme qu'on a vu, Flask Unsigned. Ok? Là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis décode, ok, pour décoder, et je lui mets en paramètre quoi? Je lui mets en paramètre aussi en argument, pardon, le cookie, ok? Et on lui donne naturellement la valeur du cookie, ok? Donc, je fais un copier-coller, hein, à partir de mon fichier jeton, vous l'avez compris, et je mets ça, c'est quoi? C'est un string, c'est une chaîne de caractères, donc je mets au début et à la fin, je mets quoi? Le double quote, ok? Double guillemets. Ah, intéressant. Donc là, il est en train, en fait, hein, de nous déchiffrer ça, et on voit que il y a de fortes chances que ça, quoi, ça soit peut-être du JSON, hein. Vous savez qu'on utilise beaucoup le JSON pour communiquer. C'est un peu le JSON, XML, hein, ça peut être utilisé dans pas mal de choses, des interfaces de programmation et tout ça, mais ça ressemble à du JSON. JSON complexe, ok, mais on retrouve, hein, une similarité. Sauf que là, c'est quoi? C'est du one line, hein. En gros, c'est mis sur une ligne. Mais si c'était bien formaté, allez, je le fais à l'arrache, hein. La syntaxe serait pas tout à fait comme ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple, vous l'avez bien.
Ça serait un truc du genre. Formater un peu mieux que ça. D'accord? Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va retourner. Bah, il faut comprendre en fait comment le lire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décodé le cookie. Vous pouvez utiliser le site qui marche pas, ok? Ou vous avez apparemment un script pour décoder le décode cookie. Ok, moi je préfère utiliser le programme que je vous ai montré. Ok? Donc on s'est connecté comme nom d'utilisateur, on a décodé le cookie, on a vu que le cookie il appartenait à qui? Bah, il appartient à admin, vu que je suis connecté en tant qu'admin. Ok? Donc le cookie appartient à admin. Et là-dedans, on récupère quoi? On voit en clair l'ID utilisateur et le nom d'utilisateur de la requête de connexion qui sont placés en intérieur. Challenge 2, user ID 1, admin. Ok? Donc, si je reviens, petit là. Ok? Techniquement, si je dois faire propre, comme ça. Ok? Donc là, on voit bien. On a bien récupéré ça. Donc, il est possible de vider le mot de passe à l'aide d'une injection SQL basée sur les unions. Deux exigences clés doivent être remplies pour une injection basée sur un union. Il faut que le nombre de colonnes dans les requêtes injectées doit être la même que la requête d'origine. Hein, je vais vous montrer un exemple, mais c'est ce qu'on appelle en fait euh, requête de gauche et requête de droite. Ok, retenez ça. Je vous parle tout le temps équilibrage à gauche, à droite. Parce que quand on fait une union, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre par exemple toutes les colonnes et les lignes d'une table et on va les fusionner avec une autre table. Ok? Et deuxième truc, c'est le type de données de chaque colonne doivent correspondre au type correspondant. Avant de rentrer dans les détails, il faut qu'on voit ce qu'est un union. Ok. Hop là. Union permet de mettre à bout les résultats de plusieurs requêtes en utilisant la commande select. Ok. Select from table 1, union, all, to, select, to, from table 2. Ok. Hein, imaginons une entreprise qui possède une base de données dans chacun de ses magasins. Sur ces bases de données, il y a une table de liste de clients avec quelques informations et le total des achats dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a? On a nos lignes, on a nos colonnes. Ok? J'ai quoi? J'ai une, deux, trois, quatre, cinq colonnes. Ok? Prénom, nom, ville, date de naissance, total achat. Et j'ai combien? J'ai une, deux, trois, quatre lignes. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va merger. Hein, on va faire un merge, c'est-à-dire qu'on va fusionner. Donc, si je fusionne, hein, on voit que on a quoi? Bah, on a des choses redondantes. Hein. On a Marie Bernard, elle est là aussi. Hein. Ok? Donc, comment ça va faire? Eh ben, on va concaténer tous les enregistrements. Ça, c'est des enregistrements, ce qu'on appelle les records. Et il est possible d'effectuer une seule requête avec la commande union all. Ok? Donc, je dis quoi? Je lui dis, bah écoute, tu vois, la table client magasin 1, hein, tu me sélectionnes tout, tu fais un union avec tout, vous allez voir pourquoi, et tu me fais sélection de magasin client 2, tout, ok, et tu m'affiches le résultat. Et là, on voit qu'est-ce que ça a fait. Là, c'est venu concaténer les informations. Le résultat de cette requête montre qu'il y a autant d'enregistrements que dans les deux tables réunies, à savoir qu'il y a quelques clients qui étaient présents dans les deux tables d'origine. En conséquent, ils sont présents deux fois dans le résultat de cette requête SQL. Ok? Qu'est-ce que je vois? Je vois, bah mais oui, Marcel. Marcel, il y est deux fois. Ok? Qu'est-ce que je vois? Je vois Marie Bernard. Elle est également là deux fois. Ok? Donc, le principe, hein, on va faire que survoler, je vous ai dit, à vous de bosser les gars. Quelle est la différence entre un join, un union ou un except et un intersect? Ok?
on va prendre juste ça, ok? Donc après, on fera des jointures, mais c'est plus compliqué, ok? Mais comprendre ce principe, c'est vraiment très, très, très important, ok? Il faut toujours faire des dessins comme les enfants, il n'y a pas de honte à avoir. On comprend mieux un concept complexe avec des dessins, hein. Depuis la nuit des temps, dans les grottes, hein, il y a des millions d'années, on faisait des dessins sur les grottes, hein, les grottes de Lascaux et tout ça, pour mieux comprendre, hein. L'homme essayait de comprendre son environnement, comprendre des sujets complexes. Il faut faire des dessins, ça n'a pas changé 2 millions d'années plus tard. On va faire des petits dessins. Ça, c'est la première table qu'on a vue, ok? Avec les employés. On va l'appeler left query, hein, requête de gauche. Je fais un union avec quoi? Requête de droite, ok? Donc je fais un union entre deux requêtes, requête de gauche et requête de droite. Le principe de l'union, c'est quoi? C'est mon résultat final, c'est tout ça. C'est à la fois le croissant de lune orange, c'est à la fois l'intersection au centre des deux cercles, et c'est à la fois la partie bleue, mon autre quart de lune en bleu. Grosso modo, ça combine toutes les lignes de quoi? Des deux requêtes, hein. Mais c'est exactement ce qu'on a vu. Ça concatène les lignes des deux requêtes. Et bah ouais, des fois, si c'est en double, bah c'est en double, c'est normal. Pourquoi? Puisqu'on a fait ça plus ça. Et si Marion, elle est déjà présente dans quoi? Ou Marie, pardon, dans les deux bases, enfin deux tables, pardon, eh ben, elle sera présente deux fois. Ok? Donc ça, c'est vraiment l'union, c'est ce qui se passe. Si on fait un intersect, qu'est-ce qu'on fait? Toujours requête de gauche, requête de droite, ok? Mais là, qu'est-ce qui nous intéresse? Ben, c'est plus que l'intersection des deux cercles, ok? Donc, on élude quoi? Le croissant orange et le croissant bleu, ok? On garde uniquement les lignes qui sont en commun dans les deux requêtes, ok? Donc là, qu'est-ce qui serait passé, techniquement? Qu'est-ce qu'on fait? Léon Dupuis. Léon Dupuis, il n'est pas là, il dégage, ok? Ensuite, Marie Bernard. Ah, Marie Bernard, elle y est, ok? Ensuite, Sophie Dupont. Sophie Dupont, dans la deuxième, elle n'y est pas, elle dégage. Et Marcel Martin, ah, il y est. Donc, résultat, on a quoi? On a Marie Bernard et Marcel Martin. Ok? Ce qu'il y a dans les deux, au centre. Intersect, intersection. Ensuite, l'accept. Ok? L'accept, on va garder euh, toutes les lignes, hein, de la première requête, hein, requête de gauche, qui sont pas inclus dans la requête de droite. Ok? Donc, si je prends ça, je garde toutes les lignes de gauche qui sont pas incluses dans la ligne de droite. Qu'est-ce que ça va faire? Ok? Ça, c'est droit, ça, c'est gauche. Ok? Donc, dans gauche, je garde toutes les lignes qui sont pas incluses dans droit. Dans droit, on a quoi? On a Marcel, Marcel Elia. On le garde pas. Marie, Marie elle y est également. Ok? Paul, Paul il y est pas. Ok? Et Marion, elle y est pas non plus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Le résultat de cette requête, ça sera Marion, Leroy, Paul, Moreau. Ok? On aura gardé quoi? Que cette partie-là. Le croissant, exception, except. Ok? Donc ça, faut bien comprendre ça parce que on s'en sert constamment en fait, hein. Ça va nous permettre par granularité de faire des requêtes de plus en plus fines, hein. Faire des requêtes simples en SQL, c'est bien, mais le problème c'est que vous n'allez pas faire 50 000 requêtes simples pour arriver au résultat, hein. On va faire ce qu'on appelle une requête imbriquée et voilà, hein. On peut faire en 3 lignes ce que un débutant ferait avec 30 requêtes SQL. Vous allez saturer la base de données, ok? Une base de données, c'est sensible, c'est critique. On ne veut pas la cracher, on ne veut pas la ralentir. Ça demande beaucoup d'IO, d'input, output, d'entrée-sortie, au niveau des disques durs, au niveau de la mémoire, au niveau du swap, au niveau du CPU. On n'a pas envie de gaspiller des cycles, ok? Donc, on optimise nos requêtes, ok? On va gagner du temps. Voilà, ça c'est le boulot des DBA. Donc ça, c'est une introduction, mais c'est pour mieux comprendre. Revenons à nos moutons.
Lors de la connexion à l'application, il exécutait la requête ci-dessous. À partir de l'instruction SQL, nous pouvons voir qu'il récupère deux colonnes, l'ID et le nom d'utilisateur. Select ID, username, from user, where username égale username et password. OK? Sans connaître le nombre de colonnes à l'avance, l'attaquant doit d'abord énumérer le nombre de colonnes en injectant systématiquement des requêtes avec différents nombres de colonnes jusqu'à que ça réussisse. Hein, par exemple, on va faire ça. Donc, deux types d'erreurs. Soit on fait du blind injection, soit on fait du error based. Vous allez me dire quelle est la différence. Ok? Bah déjà, en termes de syntaxe, ce ne sont pas les mêmes. Ok? Je vais, là, on va utiliser des order by ou des union based. Ok? Et techniquement, on a quoi? On a des blinds, on a des génériques, on a des time based, on a des authentication based basés sur l'authentification. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Ah, ça me rappelle quelque chose. Hein? Et on a des blinds, mais les blinds elles sont pas là. Ok? Donc, quelle est la différence entre les deux? Les errors based, c'est-à-dire celles qu'on peut voir, ok, elles vont générer des erreurs en base de données. Ok, ça sera l'indication qu'on peut commencer à injecter une SQLI, une faille SQL. À l'inverse, hein, mais pour ce faire, comme ils vous le disent, hein, il faut que les messages d'erreur soient activés, qu'il y ait un avertissement qui affiche par exemple le select à gauche et à droite de l'union n'ont pas le même nombre de colonnes de résultats, hein, lorsqu'un nombre incorrect de colonnes est injecté. À l'inverse, si vous n'avez pas les messages d'erreur activés dans la base de données, et typiquement c'est ce qu'utilisent les DBA, les administrateurs de base de données pour compliquer la tâche aux hackers, ok, on va faire des blind injection. Le seul moyen de savoir qu'on a réussi, c'est le moment où la base de données va nous donner le résultat qu'on veut escompter. Ok? Donc ça, faut bien comprendre. Donc on va commencer simple, hein, et vous voyez qu'on incrémente à chaque fois, hein, nul une colonne, nul deux colonnes, hein, 3, 4, ainsi de suite, avec toujours notre échappement via les commentaires, hein, le tiret white space tiré. Donc commençons, injectons. Qu'est-ce que je peux faire? euh, Not implemented. Ah, c'est bien dommage. Ok. Qu'est-ce que je fais d'autre? Attention à la syntaxe. Hop, espace, nul. Il y a toujours un espace, hein, après une virgule. Ok. Ah, tout 1 per seconde. Ok? Donc là, il nous dit qu'on fait trop de requêtes, mais qu'est-ce qu'on a? Concrètement, on est en train de pousser la base de données à faire des erreurs. Alors, elle nous dit pas, oui, t'es gentil, le nombre de colonnes ne correspond pas, mais on voit que, eh ben, avec un, il n'y a aucun problème. Avec deux, je commence, hein, à la shooter. Avec un, il se passe rien. Il me dit une valide username. Avec deux, ça merde. Essayons avec 3. Avec 3, ça fait rien. Essayons avec 4. On est en train de faiser, encore une fois, hein, la base de données. Essayons avec 4. Soyons fous. Là. Donc on voit avec 2, ça a l'air de passer. Ok. Donc, revenons à ça, hein. On va faire un select union 1, 2.
Pourquoi? Bah, parce que vous l'avez compris, c'est à partir de 2 en fait. C'est ce payload, hein, qui pousse le message d'erreur, ouais, too many requests. Ok? Donc maintenant, je vais lui dire, ok, on va faire un union select 1, 2. Select, on fait, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, ça, union select, ok, un, 2, et le bypass. Ah, on était admin, maintenant on est connecté en tant que 2. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Allons extraire le jeton, comparons. Ok, je suis pas obligé de le faire, c'est juste pour vous compreniez mieux. Ok, revenons, on en était où? On s'en fout. Donc je l'ai appelé comment l'autre? Je l'ai appelé jeton, on va l'appeler jeton 2. Echo. Ok. Euh, Challenge user ID 1. Ok, vous vous rappelez tout à l'heure? Tout à l'heure, on avait quoi? On avait ID 2, username euh, admin. Hein? Si je dis pas de bêtises. Euh, pardon. 1, admin. Là, on a quoi? On a un, 2. OK? Donc, on n'est plus connecté en tant qu'utilisateur 2, vous l'avez bien compris, admin, mais 2, vous l'avez bien compris. OK? Donc, on continue maintenant notre attaque. Hein, vous voyez, ça se fait de façon séquentielle, en fait. On va faire étape par étape. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de là? Donc, on voit qu'avec cette commande, hein, comme nom d'utilisateur, nous faisons correspondre le nombre de colonnes. C'est très important dans la requête SQL d'origine. Et l'application nous laisse entrer. Après la connexion, nous pouvons voir que le nom d'utilisateur est remplacé par l'entier 2. OK? Nom d'utilisateur 2, entier 2, qui est ce que nous avons utilisé comme colonne. Hein, 2 dans la requête injectée. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait un union select 1, 2. OK? Donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux. Donc il en va de même pour le nom d'utilisateur dans le cookie de session. Hein. On l'a décodé et on a vu qu'on avait aussi un 2. OK? Donc maintenant, il va falloir, je vous ai donné le site Payload the Things, énumérer la base de données pour trouver des tables et des colonnes, hein, comme on l'a fait dans la tâche 2, introduction à l'injection SQL. Donc on a une feuille de triche, hein, un cheat sheet qui peut être utile à ça. L'objectif du défi étant de vider tous les mots de passe pour obtenir le drapeau. Donc dans ce cas, nous devinerons que le nom de la colonne est mot de passe et que le nom de la table est utilisateur. Avec cette logique, il est possible de vider les mots de passe avec le code suivant. Qu'est-ce que je fais? Je continue, hein, on a fait quoi? On a fait un union select 1, 2. Maintenant, je lui dis quoi? Union select 1 et je remplace le 2 par password from user. OK? Donc on va voir dans notre cas si ça fonctionne. On repart sur notre charge utile. On utilise toujours le champ username pour injecter notre faille. Alors on a dit quoi? Un union select sur 1 et on lui passe password
from la table user. OK? Et bypass. Connecté en 345 M3. Donc, pareil, on commence à voir qu'il se passe des choses assez bizarres. OK? Donc, ça a l'air de fonctionner. Hein, qu'est-ce qui se passe? On a fait password from user. Donc, là, on a peut-être un mot de passe d'un des utilisateurs. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut tous les mots de passe des utilisateurs. OK? L'objectif du défi est de vider tous les mots de passe pour obtenir le drapeau. Donc, on va utiliser groupe concat hein, pour concaténer. Hein, les groupes, on va grouper et concaténer. Et on va avoir ça affiché dans l'application web. Ok, on va techniquement vider tous les mots de passe simultanément. Quelle est la différence? Eh bien, vous l'avez compris, je vous ai dit, ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Ce qui est à gauche ne change pas. On fait toujours notre single quote union select 1. Ça, c'est la partie de gauche. Maintenant, on passe à la partie de droite. La partie de droite, avant, c'était password from user. OK? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un groupe concat. Je lui passe en paramètre password. OK? Puis c'est les passwords qui nous intéressent. Toujours le from user. Et j'équilibre. Je fais mon bypass. OK? Sinon, ça ne marche pas. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'équilibrage de requête. OK? Parce que votre requête, elle est mal formée, mais si elle est déséquilibrée, elle ne sera pas interprétée. Vous ne pousserez pas la base de données à la faute. OK? on, on va voir. Logout. D'accord? S'en fout. Il me dit, vas-y, dégage. Dégage avec ta requête. On équilibre? Belly bye bye. La base de données est poutrée. OK? D'où l'importance. Vous voyez que il faut commenter, quoi. Il faut faire l'échappement. Sinon, ça ne marche pas. Et là, on récupère bien hein, tous les mots de passe des utilisateurs. Hein, concrètement, moi, ce qui m'intéresse là, c'est surtout le flag. OK? Mais sinon, hein, on a tous les mots de passe des utilisateurs. Il y en a un qui a quoi? Qui a ce mot de passe. Il y en a un autre qui a ASD. Il y en a un autre qui a Summer 2019, etc., etc. Vous l'avez compris. OK? Parfait. Maintenant, on va voir le blind injection. Ok? Le principe du blind, hein, c'est que c'est très difficile. C'est les meilleurs gars qui arrivent à faire des blinds manuels. Ok? Donc pour ce faire, eh ben, on va utiliser, je pense, SQL Map. Je vais vous montrer plusieurs façons de faire. On va voir les cours. Je vais vous montrer plusieurs façons. Donc, concentrons-nous déjà sur ce qu'ils nous disent. Donc le but, ce défi présente la même vulnérabilité que le précédent. Cependant, il n'est plus possible d'extraire les données du cookie de session Flask ou via l'affichage du nom d'utilisateur. Le formulaire de connexion présente toujours la même vulnérabilité, mais cette fois, l'objectif est d'abuser du formulaire de connexion avec une injection SQL en aveugle pour extraire le mot de passe de l'administrateur. Description. L'injection SQL aveugle booléenne sera utilisée pour extraire le mot de passe. Les injections à l'aveugle sont fastidieuses et prennent beaucoup de temps à faire manuellement. Il est donc prévu de créer un script pour extraire le mot de passe caractère par caractère. Avant de créer un script pour automatiser l'injection, il est essentiel de comprendre comment l'injection fonctionne. L'idée est d'envoyer une requête SQL posant des questions vraies ou fausses, booléen, pour chaque caractère du mot de passe. OK? Toto le hacker, T, vrai ou faux? Vrai. O, vrai ou faux? Faux. T, vrai ou fait? Etc. Jusqu'à T-O-T-O-L-E-H-A-C-K-E-R. OK? Vrai, faux. Booléen. 0, 1, 0, 1, 0, 1. OK? Dans ce cas, l'application nous laissera entrer si la réponse réussit. Si tout est sur vrai, OK? C'est réussi. Si une des lettres, un des caractères du mot de passe, parce que c'est pas que des lettres, je vous dis des bêtises, un des car 7, OK? Et false, ça veut dire que tout le reste est false. Donc, on ne connecte pas, OK? Puisque le principe du mot de passe,
Faut pas qu'il y ait quelques lettres ou quelques chiffres ou quelques caractères spéciaux qui soient bons. Il faut que l'ensemble de la chaîne du string soit bon. OK? Et c'est comme ça que la page de connexion vous dit, écoute, hey Coco, nom d'utilisateur au mot de passe non valide. Hein? Ou elle renvoie false, comme on le voit dans l'image ci-dessous. Hein? True, je te connecte. False, invalid username or password. OK? Donc, comme indiqué précédemment, nous voudrons envoyer des questions booléennes. Hein. Qui dit booléen, je vous l'ai dit, 0, 1, vrai, faux, à la base de données, pour chaque caractère du mot de passe, en demandant à la base de données si nous avons deviné le caractère correct ou non. Pour y parvenir, nous aurons besoin d'un moyen de contrôler le caractère auquel nous trouvons et de l'incrémenter chaque fois. Hein, puisque si je dois parcourir quoi? Une chaîne de caractères qui fait 7 lettres, je vais faire une boucle, je vais incrémenter. Je pars à 0, première lettre, plus 1, deuxième lettre, plus 1, troisième lettre, plus 1, quatrième lettre, plus 1, cinquième lettre, plus 1, sixième lettre, plus 1, septième lettre. Incrémentation de 1, de 0 à 6, 7 lettres. OK? Donc la fonction substring hein, de SQLite peut nous aider à atteindre cette fonctionnalité. Donc qu'est-ce que fait cette fonction substr? Ça renvoie une sous-chaîne, hein, puisqu'on peut avoir des chaînes et des sous-chaînes. OK? Je m'explique. Toto le hacker, c'est une chaîne. Toto espace le hacker, ça c'est quoi? Ça c'est une chaîne. C'est une chaîne. Ouais, c'est une chaîne. C'est pas faux. Quelle est la différence entre les deux? Bah, c'est pas la même chaîne. OK? Parce que là, c'est Toto le hacker. Là, c'est Toto le hacker, mais il y a deux white space. Ce sont tous les deux des chaînes. Pas de problème. Ça, par contre, je peux décomposer. Maintenant qu'il y a un blanc, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, écoute, tu as une sous-chaîne qui s'appelle Toto, tu as une autre sous-chaîne qui s'appelle le, et tu as une autre sous-chaîne qui s'appelle quoi? Qui s'appelle hacker. Ces trois sous-chaînes, ces trois substrings forment quoi? Forment la chaîne Toto, espace, le, espace, hacker. Toto le hacker. Ok? Ça, il faut bien comprendre. Donc, le premier argument à soumettre est la chaîne en elle-même, qui sera le mot de passe de l'administrateur. Le deuxième argument est la position de départ, et le troisième argument est la longueur de la sous-chaîne qui sera renvoyée. Comment je fais ça? Substr, string, on travaille sur une chaîne de caractères. Deuxième argument, le start. Et enfin, le troisième argument, la longueur. Qui dit longueur dit length. Ok? Donc, comment je peux faire ça? Là, on a un exemple de substr en action. Le caractère après le signe égal hein, illustre une sous-chaîne renvoyée. Ok? T, H, M, un exemple. Ok? Donc, je teste. Substring, je teste quoi en THM, hein, blind. On va faire 1, 1, 2, 1, 3, 1. Ok? Et si je change la longueur, 1, 3, ça me donne THM. On est d'accord? 1, 1, ça sera T. 2, 1, ça sera H. 3, 1, c'est THM. Et si je veux afficher THM, il faut quoi? Eh ben, il me faut 1, 3. On est d'accord. Si je veux afficher quoi? HM, ok? HM, je fais comment? Je fais 2, 3. On est d'accord. 2, 3, ça ferait que HM, etc., etc. Vous avez compris. Hein. On travaille sur la longueur. Donc l'étape suivante consistera à entrer le mot de passe de l'administrateur sous forme de chaîne dans la fonction substring. Cela peut être réalisé avec la requête suivante. On va faire un select password à partir d'utilisateur et on a vu qu'on travaille sur quoi? Sur deux colonnes. Donc je fais quoi? Je limite à 0 puisqu'on part de 0 et je fais un 1, 0, 1. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des clauses. Ok? La clause limite, elle est utilisée pour limiter la quantité de données renvoyées par l'instruction select. Le premier nombre 0 est le décalage et le deuxième est la limite. Ok? Offset, limite. D'accord? 0, 1. On utilise tout le temps comme ça avec une virgule. Donc je sélectionne tous les passwords à partir de la table utilisateur, ok, et je mets limite offset de 0, décalage de 0 et limite à 1, ok. Donc vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la clause limite en action, ok.
qu'est-ce que je peux faire? Je fais un select password from user limit 0, 1. On a THM blind. OK? Si je lui fais 1, 1, on arrive à summer 2019. OK? Donc, ça, je comprends. Si je fais maintenant un 0,2, OK? 0, limite à 2. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'en affiche 2. Elle m'affiche 1, elle m'affiche 2. OK? Parce que là, on travaille sur la limite. OK? Quelle est la limite? Là, c'est la limite de 1. Mais là, pourquoi il ne m'affiche pas THM blind? Parce qu'on fait un décalage de 1. OK? Donc, si on fait un décalage de 1, vous l'avez compris, j'ai beau mettre une limite à 1, j'ai déjà décalé à 1. Donc, ça ne sera pas THM blind, ça sera Summer 2019. Si par contre, je fais un décalage à 0 et je lui demande une limite de 2, eh ben, j'aurai THM blind et Summer 2019. J'espère que vous comprenez bien. 0,2, en effet, on a bien THM Blind et Summer 2019. Si j'avais fait quoi? Un 0,3, j'aurais eu quoi? J'aurais eu THM Blind Summer 2019 et en dessous Viking 1, 2, 3. Maintenant, je veux quoi? Je veux que Viking 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire un limite 3, ok? C'est pas de bêtises. Ouais, limite 3, 1. 3, 1, ça va me donner Viking 1, 2, 3. Donc rappelez-vous, hein, c'est important, les priorités. Je fais quoi? Je fais les actions qui sont déjà dans ma parenthèse et ensuite, comme en mathématiques, je travaille sur le reste. Ok? Au niveau des parenthèses, c'est l'opération qui est impactée à l'intérieur, hein, euh, qui, euh, qui prime. Ok? Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on fait une limite 0,1. Ok? Au niveau des utilisateurs, on a vu que 0,1, en fait, c'est quoi? C'est THM blind. Et après, on lui passe quoi? 1, 1. Donc, on aura besoin d'un moyen de comparer le premier caractère du mot de passe avec notre valeur devinée. On fait du guessing. Comparer les personnages est facile. Nous pourrions le faire comme suit. Qu'est-ce que je fais? Si je fais un 0, 1, 1, ça me donne T, hein. Après, ça va me donner H. Après, ça va me donner M. OK? Etc. Etc. OK? Donc, toutefois, le fonctionnement ou non de cette approche dépendra de la façon dont l'application gère les entrées. L'application convertira le nom d'utilisateur en minuscule pour ce défi, ceux qui auront l'approche mentionnée avec le T en majuscule, hein, qui n'est pas le même qu'un T en minuscule. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on travaillait sur les booléens. Est-ce que c'est vrai? C'est faux? Bah, là, la base de données, elle va vous dire, bah écoute, petit t, ok? Petit t, c'est pas grand t, donc il y a un problème. C'est faux, donc je te donne pas l'accès. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser de l'hexadécimal, hein. On va utiliser la représentation hexadécimale en ASCII, hein, ASCII, qui est 0x54 et 0x74. Ok? Donc, le grand T, c'est le 54 et le 74, c'est le T minuscule. Ok? Donc, ça va solutionner notre problème, mais ça veut dire que maintenant, il va falloir qu'on fasse quoi? De la substitution entre quoi? Entre notre ASCII et notre hexadécimal, dans les deux sens. Ok? Il va falloir convertir l'ASCII en hexadécimal, récupérer les valeurs en hexadécimal et les reconvertir à nouveau en ASCII, parce que nous, l'hexadécimal, c'est un peu compliqué. Ok? Donc, nous pouvons montrer notre caractère en tant que représentation hexadécimale via le type de substitution. On va utiliser un grand X pour utiliser l'expression cast. On va caster, ok, pour convertir la valeur en type de données attendu par la base de données. Quand on fait un cast, typiquement, eh ben, c'est qu'on veut convertir une valeur, ok, pour qu'elle soit adaptée au type de données attendu par la base de données. Car7, le car7, ok. Donc cast, ça vous le verrez tout le temps. On parle de cast et c'est fréquemment utilisé, hein. Voilà. On va utiliser les fameux numériques, integer, real, text, etc., hein, des blobs, euh, pour avoir notre fameuse expression, hein, booléenne. Ok? Et à partir de là, on va pouvoir poser des no-clauses. Ok? No-clauses et faire ce qu'on lui demande. Ok? Puisque le but, c'est que la base de données, elle interprète et après, en fonction de ce que lui donne, hein, des fonctions qu'on invoque,
eh ben, elle va suivre une certaine logique, hein. Vous savez que c'est comme des passes, hein, des chemins, et en fonction de la logique qu'on lui donne, booléenne, vrai, faux, hein, c'est comme si on doit parler de hardware, hein, au niveau des circuits imprimés, circuits logiques, on a quoi? On a des gates, hein, des portes, et vous savez que c'est du courant, et puis c'est binaire, hein, c'est 0, 1. Je fais passer le courant, je fais pas passer le courant. Mais grâce à ces systèmes simples, ok, eh ben, il y en a des milliards, des dizaines, des centaines de milliards sur vos microprocesseurs. C'est ce qu'on appelle des portes hardware, hein, et ça va permettre de faire une certaine logique, de faire des calculs complexes, ok? Puisque plein de petites opérations simples, concaténées, hein, regroupées, eh ben, ça va faire des opérations extrêmement complexes, ok? C'est le principe du fonctionnement de vos processeurs, de n'importe quel circuit logique, hein, techniquement. Enfin, du peu que j'en connais, hein, je sais pas. Si j'étais ingénieur, ça serait. Voilà. Donc, intéressant. Et les fameux cast, hein. Cast as type name, hein. On va convertir la valeur ou l'expression en différents types de classes de stockage. Et le cast, hein, c'est ce principe de conversion. Ok? Donc, allez creuser. Donc, petit x, grand X, l'argument est un entier qui est affiché en hexadécimal. L'hexadécimal minuscule est utilisé avec le pourcentage petit x et la majuscule est utilisée avec le pourcentage grand X. Ok? C'est ce que nous dit SQLite dans son manuel. Ok? Ok? Le pourcentage, donc là, les caractères pourcentage, c'est une ligne qui est transformée en un seul pourcentage en tant que sortie, hein, sans substitution des valeurs. Et au niveau du x, hein, cet argument est un quoi? Un entier qui est affiché en hexadécimal. Les minuscules hexadécimales sont pourcentage petit x et les majuscules uppercase sont pourcentage grand X. C'est exactement ce qu'on voit dans le manuel SQLite. Ok? Donc, gardez bien ça en tête. Ça signifie que on va entrer quoi? Au lieu de rentrer T, vous l'avez bien compris, je vais rentrer X54. Ok? Pourquoi X54? Parce qu'on a vu que c'est un grand T et que c'est X54. Si j'avais voulu faire un petit T, j'aurais fait quoi? Vous avez suivi X74. Ok? Donc, pour convertir la valeur en type texte de SQLite, nous pouvons utiliser l'expression cast comme suit. Cast x, pareil, on travaille sur une chaîne, ok? Même si c'est un entier, on travaille sur une chaîne. Donc c'est single quote, as text, ok? Donc on va remplacer ça. Avant, je voulais quoi? Travailler sur une chaîne de caractères qui est composée quoi? D'une majuscule, d'une lettre majuscule qui est un T majuscule. Je remplace ça par quoi? Par x 54 Aztecs, ok? Avec les single quotes. Donc, avant d'utiliser la requête que nous avons créée, nous devrons le faire correspondre à la requête d'origine, ok? Sinon, ça va pas marcher. Donc, notre requête, elle va être placée dans le champ nom d'utilisateur, ok? C'est exactement ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on a poussé? On a poussé toute notre charge utile, notre SQLi, dans quoi? À chaque fois, on allait où? On allait là. Et là, c'est quoi? C'est le username, c'est le champ nom d'utilisateur. J'ai jamais poussé mes trucs dans password. Hein? Vous me voyez à chaque fois taper des mots de passe bidons. Puisque quoi, là on fait le bypass. Donc ce champ-là, c'est juste pour l'application pour qu'on puisse cliquer sur login. Parce que si je mets rien, voilà, elle me dit vas-y, remplis le champ, remplis le champ, remplis le champ. Ok? Donc ça, pareil, que ça soit bien clair. Donc, username en ajoutant un seul guillemet. C'est exactement ce qu'on a fait. OK? Et ajouter un opérateur AND. Avant, on utilisait quoi? On utilisait, on utilisait quoi? On utilisait OR. Maintenant, on va utiliser AND. D'accord? Et ajouter notre condition. On va ajouter ensuite les deux tirets pour commenter la vérification. On commence le bypass du mot de passe à la fin de la requête. OK? Et une fois que cela fait, la requête malveillante se présente comme suit. Ok? Puisqu'après les deux commentaires, par défaut, je vous ai dit quoi? Prenez l'habitude. Vous mettez un espace, un white space, et vous mettez à nouveau un tiret. Ok?
Donc, qu'est-ce qu'on prend? Eh ben, on prend exactement ce qu'on a vu. On fait une limite sur 0, 1. OK? Ensuite, 1, 1. Ça, c'est ce qu'on a vu avant. Hein, OK? Et on la passe en tant que texte. Lorsque celle-ci est injectée dans le champ nom d'utilisateur, la requête finale donnée sera ainsi. Comment je le sais? Donc vous, avant, vous vous rappelez, la première qu'on a fait, on faisait 1 au lieu d'admin, single quote. Or, 1 est égal à 1 et le bypass. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On commence à faire des requêtes assez costauds. Donc il faut bien comprendre ce que vous faites. Passez du temps. Hein. Vous n'allez pas apprendre ça, c'est très très compliqué le SQL. Ok? Donc passez, faites des exercices. Vous avez plein, je vous donnerai des ressources encore. Dans la troisième vidéo, je vous donnerai des sites pour pratiquer. Ok? Donc si on fait ça, je lui mets ce que je veux. Il n'est pas content. Ok? Il n'est pas content du tout. Donc là, ça passe pas directement comme ça. Donc, il va falloir qu'on crée un programme. Ok? Là, ça passe pas comme ça. Vous voyez que je peux plus pousser comme on le faisait avant. Hein. Donc c'est du blind. Donc c'est du blind injection. Ça veut dire qu'il va falloir que on force. Ok? On va créer un programme en Python et pousser tout ça. Donc si l'application répond par une redirection 301 ou 302, nous avons trouvé le premier caractère du mot de passe. Ok? Typiquement, c'est ce qui va se passer. Pour obtenir le mot de passe complet, l'attaquant doit injecter plusieurs tests pour chaque caractère du mot de passe. Tester chaque personnage est fastidieux. Ils disent chaque caractère, hein, pas personnage, c'est mal traduit. Et c'est plus facile à réaliser avec un script. Hein. Une solution simple consiste à effectuer une boucle hein, sur chaque caractère ASCII possible, le comparer avec le caractère de la base de données, et ça va malheureusement générer ouais, beaucoup de trafic vers la cible. Hein. Et c'est pas la méthode la plus efficace. Techniquement, au niveau des logs réseau, on va voir que vous faites une attaque de brute force, ni plus ni moins. Ok? Donc on a un exemple, un exploit P. On va aller voir ce que fait le programme. Et notez qu'il sera nécessaire de modifier la longueur du mot de passe avec la variable password length. Hein. La longueur du mot de passe peut être trouvée en demandant à la base de données, par exemple dans cette requête ci-dessous. Ok? Je vais lui demander si la longueur du mot de passe est égale à 37. Qu'est-ce que je lui fais? Admin, length, select from user where admin, d'accord? Et equal 37. Donc, main injection. Ok? Line injection. Non. 10, 15, 25, 30, 5. Voilà, je le fais pour que vous compreniez. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il n'y a que le 37 qui marche. S'il n'y a que le 37 qui marche, qu'est-ce que ça veut dire? Un no, ça veut dire qu'il y a bien 37 caractères dans le mot de passe. Ok? Vous voyez comment on faisait? Je vous dis faisait. Faisait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de répéter une attaque avec différents paramètres à chaque fois que vous trouvez une erreur. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Ça, c'est le principe de boucle itérative. Ok? Vous faites comme un programme. Vous répétez votre tâche jusqu'à que ça marche. Ok? Et après, on arrive à faiser le bon paramètre. Là, j'ai fait volontairement tout ça pour bien vous faire comprendre hein, que, bah oui, en effet, 37 caractères, c'est le seul qui passe. Ok, vous pouvez vous amuser hein, si vous voulez. Vous pouvez passer la nuit. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. On peut s'amuser encore. Hein. Je peux faire quoi? 1999. Vous avez bien compris que le seul qui marche, c'est 37. Donc, si 37 marche, c'est que mon mot de passe fait 37 caractères de long. Ok, donc c'est costaud, hein, il va falloir y aller. Donc, on va procéder en deux étapes. La première étape, je vous ai déjà présenté l'outil SQL Map. SQL Map va nous permettre de faire plein de techniques de fuzzing, à la fois de l'onion based, de l'error based, de l'authentication based, de l'union select based, euh, et surtout du blind based. Ok? Pour pouvoir tester tout ça, il faut en principe faire on attaque par étapes. Hein. Je vous ai déjà fait des vidéos, allez voir dans base de données. Je vous apprends comment utiliser SQL Map. Ok? En tout cas, on voit déjà des paramètres de base. Là, on part du principe que quoi? Que déjà, on n'a pas envie de se faire griller. Ok? Enfin, on s'en fout de se faire griller. Pourquoi? Parce qu'en level, on lui met 3, en risque 3. Je rappelle, plus le level est élevé, plus vous avez de chances de pirater la base de données. Par contre, plus il y a de chances de quoi? De vous faire griller par l'adversaire. Et il saura que vous êtes en train d'attaquer. Ok? Donc en fonction du level, le nombre de requêtes par seconde, par minute sera pas le même. Ok? Technique B, parce qu'on fait du blind. Ok? La base de données des BMS, parce qu'on a déjà fait de la reconnaissance, en principe, il y a des étapes préliminaires avant de lancer cette commande. Ok? On sait que c'est une base de données SQLite. On attaque quoi? Eh ben, on lui donne le U. Le U, c'est quoi? Bah, c'est le pass. Hein, le pass, tout à fait. C'est bien là-dedans qu'il est. Ok? Et ensuite, data. On lui dit quoi? Bah oui, tu vas attraper sur les variables. Les deux variables que je veux, c'est quoi? Eh ben, écoute, il y a une table qui s'appelle user, hein. Il y a des ID. Écoute, les ID, moi, je m'en fous un peu. Tu vas me sortir les passwords et le username. OK? Username, admin, password, admin. OK? Donc, password prend la clé, enfin, la clé password prend la valeur admin. Donc, elle sera égale à thmblind, vous l'avez bien compris. Et username est égal à admin. OK? Donc username est égal à admin. Donc ça sera notre ID 1. OK? Et level 5, risque 3. Pareil, plus le risque est élevé, plus vous risquez de cracher la base de données. Pas bon du tout. Et plus le risque est faible, plus ça va prendre du temps. Et il y a des chances que vous fassiez ça proprement. Donc typiquement, dans un vrai test d'engagement, on ne va pas utiliser des risques élevés, on ne va pas utiliser un level élevé parce qu'on veut être le plus discret et ne pas cracher la base de données de notre client. Sinon, on se retrouve au chômage. OK? Et on lui demande de quoi? Bah, de faire un dump. Hein. De dumper tout simplement quoi? Bah, la table user. OK? Mais tu me dumpes pas tout. Je veux admin et admin sont comme username et comme password. OK? Alors, c'est bon. Interprétation.
interpréteur Python 3, importation des librairies, système, request et strings. Ok? Appel système, requête en HTTP, strings pour pouvoir manipuler des strings. Alors, définition. Donc, on a une def. On a quoi? On a une fonction qui s'appelle sendP. Ok? Elle prend quoi? Elle prend une URL en entrée et elle fait une requête dessus. Ok? Le payload, définition de la variable. On a quoi? On travaille sur quoi? Sur username, sur password et euh, le username, c'est en fonction de la query. Ok? Vous savez qu'on a vu, on teste sur quoi? On teste lettre par lettre. Ok? Donc ça va tester lettre par lettre au niveau de la requête. Par contre, le password, on va tester de trouver admin. Ok? Ensuite, on fait quoi? On fait des requêtes en post. On l'a vu, on travaille sur quoi? Un couple username password. Donc c'est bien une requête en post. Ok? Donc j'utilise quoi? Les librairies request pour faire quoi? Une requête en post, comme on l'a vu. On travaille sur l'URL. Et le data, c'est quoi? C'est notre charge utile. Ok? Avec un timeout de 3 secondes. Ok? Exception. Si jamais il y a une erreur, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, au niveau de notre requête, hein, on gère les exceptions et on a notre connection timeout. On a vu, hein, 3 secondes. Donc, si c'est le cas, hein, gestion des exceptions au niveau du module request, enfin des librairies et de notre appel en poste. Si le timeout dépasse quoi? 3 secondes, ok? Il nous affiche quoi? Hein? Connection timeout, try to adjust the timeout time, ok? Parce que par défaut, il est sur 3, ok? Ensuite, 6, bah, parce qu'on a appelé quoi? On a appelé 6, hein, on l'a importé, on s'en sert et on sort. 6 exit 1, on sort, on quitte. Return, on affiche le texte final. Ok? Donc ça, c'est une des... Donc, ensuite, on a notre def main. Hein. Donc, ça, en Python, ça sert pas à grand-chose, mais c'est une pratique en fait. Hein. La def main, elle sert à rien. Mais il y a un paquet de gens qui font encore commencer. Euh, c'est une bonne façon de faire aussi en Python. Ok, donc la def main, en fait, comment vous expliquer? Donc, un truc à savoir aussi en Python, hein, c'est que le code qui est inclus dans la main, hein, ça, ok, ça c'est ma définition dans ma main. Ce code-là, il faudra toujours privilégier votre main que en dehors, ok? En fait, on peut gagner 20% au niveau de l'exécution du code, hein, mais bon, ça dépend vraiment du code. Et le code inclus dans la main est plus rapide que hors, bien souvent, ok? Donc, tout ce qui est en dehors de là, de ma main, eh ben, sera beaucoup moins bien géré, en fait, hein, au niveau du CPU. Parce qu'en fait, la fonction, elle est semi-compilée en bytecode, alors que le script, il est interprété à la volée. Interpréter un script, ok, ça prend beaucoup plus d'entrée-sortie, de calcul, hein, de cycle d'IPC, de protocole de cycle CPU, que quand c'est semi-compilé en bytecode, ok? Puisque le bytecode est beaucoup plus facile à être interprété par vos processeurs que un script, ok, qui doit être à nouveau traduit en langage machine. Ok? Donc ça, faut bien comprendre. Alors, ensuite, bah, qu'est-ce que ça fait? Là, la main, elle gère l'adresse. Hein. On a une URL, ça tombe bien, c'est l'adresse qu'on a vue. Ok? On veut récupérer le flag. Le flag, donc, on va le mettre. On travaille sur une chaîne de caractères. Il faut absolument mettre les doubles cotes, puisque c'est là-dedans que va être intégré notre flag. Ok? Troisième variable, on a quoi? Par sort length, on a vu 37.
Là, il teste à 38, ok? Puisqu'on sait que le mot de passe fait 37, par sécurité, hein, on incrémente de 1. On lui laisse une case en plus, ok? Puisque 36, ça va planter. 37, ça passe. Pour s'assurer que c'est bon, on lui met 38. Ok? Vous l'avez bien compris. C'est par convention, par sécurité. Ok? Donc là, il nous dit, bon, c'est pas la méthode la plus efficiente de faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va faire notre fameuse boucle itérative. Ok? Donc pour i, pardon, dans quoi? Dans l'intervalle, hein. Donc on parle de quoi? On parle de 1 et on va travailler sur le password length. Le password length, on l'a vu, 38. Donc techniquement, hein, 1, 38, 37. Ok? On va parcourir de façon itérative. 1 plus 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 1 jusqu'à 37. Ok? Et on aura 38. Parce que des 0 à 37, ça fait 38. Donc pour C, pareil. Donc on a deux boucles. Ok? On a ça, c'est la première boucle, c'est parcourir la taille du mot de passe. Deuxième boucle, qui s'appelle C, ok? On va travailler sur les strings. Ok? C'est ce qu'on a fait tout en haut. On a appelé la librairie strings, ok? On a vu qu'on découpait quoi? Qu'on ne pouvait pas directement travailler avec quoi? Avec de l'ASCII. Donc il faut quoi? Découper mes chaînes en ASCII. Certaines seront en quoi? En minuscule, lowercase. D'autres seront en quoi? Seront en uppercase. Et d'autres seront en quoi? Seront avec peut-être des chiffres, ok? Donc tout ça, je les découpe en string, ok? Ou en substring. Et je les regroupe, hein, je concatène, il faut les convertir en hexadécimal, ok? Et retirer le 0x, pourquoi? Parce qu'on a vu que nous, hein, ce qui comprend, c'est quoi? SQL ne comprend pas le 0x, lui, il comprend ce qu'il y a après, ok? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand on a fait quoi? Quand on a fait du casting, parce qu'il va falloir qu'on caste, ok? Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une boucle, elle prend quoi? Tout l'ASCII en lowercase, tout l'ASCII en uppercase, ok? Et elle fait elle prend aussi les noms, les digits, ok? Et tout ça, on le met en forme, ok? On va utiliser une liste, on va la parcourir, ok? Dans une liste, j'ai quoi? J'ai plein de valeurs qui peuvent changer jusqu'à que quoi? Ma boucle soit terminée. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On convertit, hein. Donc, il y a deux choses qui se passent en même temps. À chaque lettre, je vais faire cette opération. Et cette opération va être multipliée par quoi? Par l'intervalle. Je vais le faire 38 fois pour parcourir quoi? La longueur du mot de passe. Et sur chaque lettre, je ferai quoi? Cette opération. Et à chaque fois, je ferai quoi? Je convertirai les caractères en hexadécimal en retirant 0x. Ok? Donc h, nouvelle variable, égale à quoi? À x, ordre, hein, en ordonnance, c et 2 points. Ok? Là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une regex, expression régulière. Ok? Au niveau de la query, qu'est-ce qu'on passe? Eh ben, exactement ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça? Dans l'exemple, on faisait un cast sur le grand X 54 à ce texte. Là, qu'est-ce qui a changé techniquement? Ok? On remplace par quoi? Par H. Et H, c'est quoi? C'est la valeur qui a été récupérée. Hein? Là-dedans, on met quoi? On met H. Donc on met quoi? On met la valeur. Et si y a H passé en paramètre, on fait quoi? On convertit automatiquement la valeur, les deux caractères, ok? Qui sont constitués de quoi? Je développe, que vous comprenez bien. Qui sont constitués de chaînes de caractères ASCII en lowercase, ASCII en majuscule et de chiffres. Tout ça, on le convertit en char et on le passe dans la requête. Admin, substring, select, password, from user, limite 0, 1, 1, 1. Ok? Et je peux dézoomer parce que ça. Voilà. Pardon. 0, 1. Ensuite, passe quoi? Le i. Le i, c'est quoi? Hein, on travaille toujours sur nos variables. Là, on lui passe en h.
en tant que texte, ok? Donc le x-54, ok? On teste pas qu'une valeur, on teste plusieurs valeurs. Et qu'est-ce qui me permet de tester quoi? Les 38 caractères du mot de passe, c'est une boucle itérative et elle s'appelle i, ok? Donc ça, et on lui passe 1. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a fait 0, 1, 1, 1. Là, on fait 0, 1, variable i, 1. Et j'utilise f pour la mise en forme. OK? 0, 1, 1, 1. Maintenant, 0, 1, variable i, 1. Cast x, pas 54. Cast x, variable h. OK? I, h. H. H, elle fait ça. I a fait ça, elle parcourt longueur du password. C, il fait ça, ok? Et on travaille dans des listes, dans des tableaux, dans des arrays. Ça me permet de manipuler des valeurs. Contrairement à quoi? À une variable qui me permet que de stocker quoi? Une valeur. Si je travaille sur plusieurs valeurs, je fais quoi? Je fais des listes, je fais des arrays, je fais des tableaux. Hein, peu importe, différents noms pour différents types de programmation, différents langages de programmation. Et je sais même plus comment on les appelle en Python. Donc, il me faut la réponse. Pourquoi? Parce que je fais un SNP, URL query. SNP, c'est quoi SNP? Ah ouais, c'est cette fonction. SNP, URL query, payload, request en post. Ah ouais, c'est vrai, je peux l'appeler, donc je récupère. URL query, bah oui, c'est logique, j'ai besoin d'avoir le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle boucle. Si c'est pas invalide dans la réponse, hein, puisqu'on va checker valide, invalide, booléen, 0, 1, on a quoi? On a le flag, ok, qui est égal à C. Hein, on va tout récupérer et on imprime flag, ok? Et flag, on a vu quoi? On a vu qu'on l'avait décrit. Flag, il attend quoi? Une chaîne de caractères qui sera composée de quoi? Des résultats de quoi? Du SNP, de H, de C, de I. OK? Puisque on fait la requête grâce à ça, on fait notre cast, on récupère le résultat, on compare booléen, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Si c'est bon, on imprime le flag. On lui dit, écoute, voilà ton mot de passe, ou voilà le flag. OK? If name égale à main. Alors là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas ce que c'est. En fait, un programme Python se lance par défaut en fait depuis la ligne de commande en donnant le nom du script principal suivi des paramètres. Si on veut réutiliser le programme dans ou depuis un autre programme, on peut l'appeler via un OS système, un appel système ou équivalent en passant la même ligne de commande en paramètres. Si les programmes appelant et appelés sont tous deux écrits en Python, hein, c'est un peu bête de faire un OS système. Un import de programme appelé, comme si c'était un module, sera parfois plus simple. Donc, on va faire quoi? On va faire if name est égal à main. Ça permet de différencier ces deux cas d'utilisation. Définir une fonction main, ça permet dans le cas d'un import d'avoir un point d'entrée, une interface minimale pour que le programme appelant sache comment appeler l'autre programme. OK? Et là, ensuite, on travaille sur nos fameux ARGV. Vous savez que on s'en sert souvent et on vérifie la longueur, hein, de l'appel au niveau du système. Hein, 1, pourquoi 1? Parce qu'on travaillait sur quoi? On travaillait sur 1, hein, je crois, à un moment. Ok. Et si on n'a rien qui est rentré, donc pas 1, mais 0, qu'est-ce que fait le programme? Eh ben là, il nous donne l'usage. Il nous dit, hey Coco, regarde bien, moi j'ai besoin d'arguments. Vérifie quoi? Le couple, adresse IP, port. Et ensuite, il sort du programme. 6 exit 0. OK? Là, qu'est-ce qu'on fait? 6 exit 1. OK? Donc, on voit qu'on a deux cas de figure, deux 6 exit, 0 ou 1. 1, le programme s'est bien déroulé. 0, il attend les arguments. C'est géré par cette fonction if name. OK? Et tout ça, bah,
on l'intègre, hein, c'est la main de 6 ARGV1, puisqu'on compare la longueur ici, hein, et notre main, elle est où? Elle est là, la def main. Voilà, donc pensez à ça, hein. Définir une fonction main permet, dans le cas d'un import, d'avoir un point d'entrée, une interface avec le programme appelant. Sache qu'on peut appeler un autre programme. C'est pour ça qu'on a fait comme ça. Et bah voilà, d'où l'importance aussi de connaître tout ça. Je vous parlais bah, du 20% et que ça s'exécute mieux dans la main en fait. Et je vous ai parlé de semi-compilation en bytecode. Mais c'est, enfin, semi-compilation, ça veut rien dire. C'est une compilation à même à part entière. Ok? Par exemple, si on veut développer un module de debug ou un profiler adapté à sa façon de bosser, on a tout intérêt, en fait, à garder la fonction main comme convention. Ok? C'est pour ça qu'on a le def main, parce que bien sûr, c'est plus rapide, mais il y a une autre utilité non négligeable, par exemple, hein, qui est plus pratique, c'est de permettre à quiconque de pouvoir wrapper, utiliser un wrapper proprement, donc de wrapper proprement l'exécution du script en fait, hein, dans un code plus générique, qui lui aurait besoin par exemple de contrôler ou de modifier l'environnement. Ok? Donc pareil, hein, il faut quelques petites notions de programmation. Mettez-vous au Python, c'est vraiment un langage accessible est super intéressant. Vous pourrez faire des jeux vidéo, vous pourrez faire du calcul scientifique, vous pourrez craquer des mots de passe, vous pourrez faire des programmes de cybersec, ok, pour aller attaquer des machines, euh, faire des scans de port, ok. On va continuer à développer en Python, mais vous voulez apprendre un langage de programmation, c'est comme apprendre une langue étrangère, ok. Au début, on ne comprend pas, hein. Quand j'ai commencé l'anglais, moi, lowercase, je comprenais pas, hein. À partir du français, parce que c'est une langue latine, je sais que ça, c'est un L-O-W-E-R-C-A. Voilà. Qu'est-ce que dirait le bon français, qui n'a aucune connaissance? Il dirait l'overcase, hypercase. Ok? Digits. Ok? Alors que quand on commence à comprendre l'anglais, on sait que ça se prononce lowercase, uppercase, digits. Ok? Et que ça veut dire minuscule, majuscule et les nombres. Mais ça, il faut du temps, hein. Il m'a fallu du temps pour être bilingue en anglais. Ok? Et encore, des fois, je galère. Euh, hein, donc c'est pareil, un langage de programmation, si vous croyez que vous allez lire la moitié d'un livre et faire quelques lignes de code et que vous allez comprendre comment on gère les erreurs, les exceptions, hein, les différentes classes, l'appel aux méthodes, la main, quand est-ce que j'utilise une void, hein, le principe de classe publique, de classe privée, hein, tout ça, eh ben, ça viendra avec le temps. Et il va falloir coder, 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 coder. Hein, sur le billet américain, il y a écrit In God we trust. Ok? Vous, dans vos têtes, faut qu'il y ait écrit In code. In code, pas en Dieu. Dans le code, vous devez faire confiance. Ok? Et ça doit devenir une seconde nature. Il va falloir pratiquer, 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 comme tous vos attaques. On en revient à ce que je vous disais en red teaming, ce qu'on apprend aux gars du renseignement, aux militaires, ok? C'est les techniques, tactiques et procédures, ok? Pour faire n'importe quoi, ok? Faire une guerre, faire de la guerre psychologique, faire des cyberattaques, ok? Faire utiliser de l'ingénierie sociale pour manipuler les gens, ok? Il y a des techniques, des tactiques, il y a des procédures, ok? Et c'est multidisciplinaire. Donc bouffez du code, bouffez du code, bouffez du code et utilisez les techniques que vous aurez appris pour faire le bien, pas le mal, ok? Il y a déjà trop de chétan sur cette terre. Soyez des gens responsables, aidez les autres, hein, aidez votre pays, soyez pas des gros enculés, ok? Parce qu'il y en a déjà plein, ok? Donc après, si vous voulez additionner votre nom à la liste, ça vous regarde, hein. Je crois pas au paradis ni à l'enfer, mais bon, je préférais que sur Terre, ça soit le paradis plutôt que l'enfer,
Et là, on s'approche plus de l'enfer, hein, avec des chétanes et des chétanas un peu partout dans le monde. Donc, voilà, il y a une éthique, une déontologie. Je vous apprends l'éthique à la king. Je vous apprends pas à hacker comme un gros fils de pute sur YouTube, ok? Vous savez que c'est pas ma mentalité. J'ai déjà trop dû rencontrer de gros enculés dans ma vie, ok? Moi, j'aime les gens bien. Voilà. Donc, on va l'exécuter. On va voir comment ça fonctionne. Et on aura terminé la vidéo. Donc c'est parti. Alors on va lancer Python 3. Mais en fait, j'en ai même pas besoin. Puisque quoi? Puisque il y a le Shibang. Donc je devrais pouvoir l'appeler tel quel. Qu'est-ce que tu me fais, toi, espèce de narvalo? Ah, j'ai pas les droits. On va lui donner les droits en exécution. Challenge. Hello, challenge. Et maintenant, je peux l'appeler tranquille. Et là, vous allez voir que si je lui mets rien, qu'est-ce qu'on fait? 6 arg length if length 6 arg 0. Si la longueur de l'argument système est égale à 0, c'est le cas là, print hey motherfucker, check your command. Hein? Exactement ce qu'on a vu dans le code. Ok? Donc là, je commence à réfléchir, je me dis, ah ouais, machine IP, porte, ok. Oh, le port c'est 5000, hein, et l'adresse IP c'est ça. Oui, c'était 123. Non, 23. Je vais faire une bêtise. On lance, tranquille. Ok. Donc, c'est comme avec les femmes, hein, quand on exfiltre des données d'une base de données, il faut le faire avec doigté, hein, il faut avec douceur, avec amour, ok? Pas comme des sauvages, parce que avec certains types de femmes, de bases de données, pardon, elle va pas aimer ça, ok? Donc il faudra un peu de douceur, ok? Donc après peut-être vous préférez les hommes ou les chameaux, hein, male, female, camel, c'est vous qui voyez. Moi je préfère les femelles, après je ne juge pas. Donc voilà, je fais une petite analogie avec les bases de données, ouais. Il y a certaines bases de données qui seront plus chiantes que d'autres, si on doit parler de femmes, ok? Et il y a certaines qui seront plus sensibles que d'autres. Voilà, si on doit parler de bases de données. Donc il va falloir être patient et gentil avec elles. Ok? Commencez pas à les maltraiter. Elles sont pas faites pour ça. 37 caractères plus tard, Maurice a trouvé le mot de passe. J'aurais pu demander à Python de mettre plus de threads. Ça aurait accéléré. Mais encore une fois, quand on attaque une base de données, c'est trouver le bon compromis. Quoi? Quand on fait une cyberattaque entre le niveau de bruit qu'on va générer au niveau du réseau, ok? Ça, c'est la furtivité. Générer quoi? Le nombre d'erreurs, ok? Puisque plus je vais pousser et vouloir aller vite au niveau de mes calculs et de ma bande passante, plus je vais stresser le back-end, le serveur, et je risque quoi? De le rendre instable, voire carrément de cracher la base de données ou le serveur, ok? Et plus je vais vouloir aller vite, plus parfois je peux avoir quoi? Des faux positifs ou des faux négatifs, ok? Je vais avoir des erreurs. Et le dernier truc que j'ai envie, c'est d'avoir des erreurs qu'on me dise, bah écoute, voilà, c'est tel mot de passe, et bah pas de chance, il y a une des lettres, elle est pas bonne. Donc ton mot de passe, tu pourras pas l'utiliser. Tu dois recommencer tout à partir de zéro. Ok? Donc vous voyez comment on énumère, hein, ça va faire une belle pyramide, techniquement. Et on va récupérer
séquentiellement en interrogeant la base de données. On fait notre cast, on récupère les valeurs en hexadécimal, on les passe à la base de données, on caste, on récupère le résultat en hexadécimal, on le reconvertit en ASCII, ok? Et on a nos lettres et on a notre flag, ok? Donc vous voyez que ça fonctionne, hein. Faut juste être patient. Ça, voilà, ça fait un nouveau programme hein, que vous pouvez coder. Vous pouvez aller le récupérer, hein. La salle est gratuite, hein. Vous créez un compte, vous allez faire les exercices en même temps que moi, ou vous faites après, comme vous voulez, mais pratiquez, pratiquez. Regardez mes vidéos, ça fera jamais de vous quelqu'un de bon, ok? Il faut passer à la pratique. Vous pouvez regarder autant de vidéos sur YouTube que vous voulez, si vous passez pas à la pratique, et en plus, il y a des gars bien meilleurs que moi, quoi. Je sais même pas ce que vous foutez sur ma chaîne. Donc, ça, c'était comment faire avec du Python. Comment on peut faire avec SQL Map? Ok, on va utiliser ça, mais on va lui dire, écoute, on va lui dire ça. Yes, yes, yes. 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 Tester plein de types d'attaques en blind. Là, c'est des boolean based avec différentes clauses, hein. Where, having, et ils travaillent sur des queries, des subqueries, des duals, des cases. User engine, s'il n'est pas injectable. On peut pas injecter ni le referrer non plus, mais il teste quand même. Je lui ai dit de tester sur tout. Ok. Il essaye d'injecter sur l'autre, mais il n'est pas injectable. Donc ça va servir à rien. Mais il vaut mieux tout tester, hein, même si ça prend un petit peu plus de temps au début. Euh, voilà. Donc, là, il nous dit, écoute, SQL Map, il a fait 1530 requêtes HTTP, ok? Le paramètre password et le paramètre username avec la méthode post en HTTP, ça a l'air de donner quelque chose de concluant. Je te propose deux types de payload, ok? Le premier payload, c'est sur password, c'est un boolean based blind, hein. On a vu que c'était sur des booléens qu'on testait, en effet, avec la clause soit having, soit where, et typiquement, tu peux tester username, password, ça, hein, voir ce que ça donne. Ok, un exemple. Ok. On voit qu'elle fonctionne, d'accord? Mais il va falloir la reproduire plein de fois. Donc celle-ci, elle passe. Ok. Sinon, il nous dit quoi? Sur le username. Ok. Nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on testait sur le username. Ok. Sur le password, on peut également aussi. C'est également une base blind, mais je préfère quoi? Je préfère travailler sur le password. Ok. Donc il nous dit il y a plusieurs points d'injection. Choisis celui que tu veux en fait, hein. Donc nous, on va tester sur username. Ok. Donc je vais lui dire quoi? Je vais lui dire 0. Puisqu'on a toujours testé sur quoi? Sur le username. On n'a jamais testé sur le password. Ok. Même si c'est possible de le faire, hein. Même si c'est possible de le faire.
On va rester sur l'exemple que je vous ai donné, hein. Et nous, c'est quoi? C'est le champ username qu'on utilise. Celui-ci. Ok? Username. Donc voilà. SQL Map est en train de créer. Là, il fait un create table pour pouvoir accéder à la table utilisateur. Ok? Il crée un entier. L'ID, c'est ce qu'on appelle la clé primaire. Et ensuite, il lui dit username, c'est du texte. Ok? Et il faut que ça soit non nul. Ok? Et je veux également password, hein, qui est également du texte et qui ne doit pas être nul. Not nul. Ok? C'est normal. Ok? Là, il fetch, hein, il te dit, bah, dans la table utilisateur, écoute, j'ai trouvé 5 utilisateurs avec chacun un mot de passe. Et pour le 1, hein, donc pour l'admin, voilà. Voilà ce que je trouve. Là, il est en train de nous dumper tout. Ok? Utilisateur 1, THM. Admin 3, ASD, Amanda, Summer 2019. Tous les mots de passe qu'on avait trouvés dans notre exemple, hein. Vous voyez qu'il arrive à dumper, à dropper, je vais dire, à dumper, pardon, la table. Ok. Parce que dropper, ça veut dire effacer la table. Ok? Et il nous l'affiche proprement. Ok. Donc voilà, c'était 3 étapes de broken notification simple, du plus simple au plus compliqué. Les plus compliqués, c'est les blind injection que je viens de vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.